Bonsoir à tous. Je suis particulièrement heureux de vous accueillir pour cette deuxième édition des EducaFlip. On est là ce soir après une journée intense de choix et de délibération. C'était une journée merveilleuse et j'espère qu'on va pouvoir la clôturer par des moments très intéressants. Alors ce soir, écoutez, je vais vous expliquer un petit peu comment va se dérouler la soirée. Je vais commencer par rappeler brièvement quelques principes sur les EducaFlip. Ensuite, je vais me permettre de faire intervenir des anciens lauréats de l'année dernière qui nous expliqueront l'impact qu'a pu avoir le label sur leur activité. Et ensuite, on va entrer dans le cœur du suspense, puisque on va ce soir désigner donc les 3 labels EducaFlip 2016. Alors, moi je ne les connais pas, je vous assure. On me les a mis discrètement dans la poche arrière, je ne sais pas du tout. Et donc je les sortirai un par un et vous remettrez les prix. Après la remise des prix de ces 3 prix, on pourra échanger sur une thématique de jeu et jeu sur... dans le domaine impact des jeux sur jeux de lettres et jeux de mots. Donc chacun des membres du jury va proposer une piste d'action, une piste d'utilisation de jeux qui tournent autour des jeux de lettres et jeux de mots. Voilà. Voilà le programme de notre soirée. Bien, donc, petit rappel de ce que sont les EducaFlip. EducaFlip, écoutez, c'est parti d'une idée d'Étienne et de moi en se disant que constatant l'impact croissant des usages des jeux sur les champs sociaux, on s'est dit qu'il serait peut-être pertinent de pouvoir s'investir sur le champ de la thématique jeux et éducation. Et donc, il y a maintenant à peu près 2 ans, on s'était dit qu'il serait bon que dans un festival d'importance comme le nôtre, on puisse créer un label qui distingue certains jeux pour leur potentiel éducatif. Voilà l'idée. Alors bon, à partir de cette idée, on s'est dit c'est très bien, mais on ne va pas être capable à nous seuls de pouvoir désigner ni d'apprécier l'impact éducatif de certains jeux. Donc on a réfléchi et puis on s'est dit que l'évolution justement de l'éducation dans notre pays et ailleurs aussi faisait émerger des experts dans ce champ-là. Et donc on est allé chercher des experts. Alors les experts sont là, assis sur les fauteuils rouges devant vous. Voilà. Incarnés. Alors je vais pouvoir vous les présenter. Donc ce sont des profs blogueurs connus pour certains même au-delà du champ de l'éducation. Et voilà, je vais les présenter un par un. Pour commencer, Laurent Walter, nom de code, parce qu'il y a un peu de ça, hein, sur la sphère Internet, Orphis, mon école. Hein, ton site, c'est mon école, et tu es connu aussi sous le nom d'Orphis. Tu nous expliqueras peut-être un jour pourquoi il y a ce double nom d'Orphis. Bon, peut-être pas. Bon. Bien. À côté d'Orphis, on a Morgane Céard qui est Lutin Bazar. Voilà. Donc Lutin Bazar, ici devant nous, ce soir. C'est la 2e année, donc c'est plus un scoop. L'année dernière, on avait le scoop, mais cette année, on l'a plus. Bon. À côté de Lutin, on a Monsieur Mathieu Quesnay, et qui a le blog Monsieur Mathieu. À côté de Monsieur Mathieu, pull la rayure, vous aviez vu, mesdames, il s'est fait le look, mais c'est normal, et c'est un porte-chance à l'équipe de France, il s'est fait le look de l'avant-centre de l'équipe de France, je ne sais pas si vous aviez vu. Hein. Donc il a interdiction de se raser jusqu'à la finale. Hein. Est-ce que tu es en forme, en pleine forme, tout va bien? Impeccable. Bon, à côté de Mathieu, on a Delphine Guichard qui est sur Internet Charivari. Voilà, de son site, c'est l'école de Charivari. Et à côté de notre Charivari, on a Émilie Couturier du site Jeux d'école, qui est notre experte locale, hein, puisque ton école est à... Dis-nous tout.
Secondini, ça vous dit quelque chose, je pense, Secondini, hein? Bon, très bien. Petite nouvelle de la soirée. Nathalie Warchex, c'était bon, hein, j'ai toujours tendance à dire Warchex. Nathalie Warchex, du site Ludique École, donc qui elle, n'est pas enseignante, mais qui est à la tête d'une association, elle vous expliquera, association de spécialistes de la question du jeu et éducation, et elle nous dira quelques mots de son activité sur le web. Voilà. Donc voilà le collège d'experts, fameux. Et donc, ce collège d'experts procède ainsi. C'est-à-dire que un appel à candidature est lancé par le festival pour les personnes qui veulent postuler à l'obtention de ce label EducaFlip. Donc, après l'arrivée de tous les candidats, le collège d'experts fait une présélection. Cette présélection est composée de 10 jeux qui sont ensuite tous reçus sur le festival pendant une journée, c'était aujourd'hui. Ils sont analysés, découverts pour certains, critiqués, enrichis. Et à l'issue de cette journée, 3 sont distingués pour l'obtention du label. Voilà. Donc l'année dernière, nous avons eu Chronic Arts, nous avons eu le Pontu, et le 3e jeu, c'était Dessine-moi un mot. Voilà. L'année dernière, ces trois lauréats ont reçu leur label, mais en cours d'année, le FLIP a voulu aussi permettre une meilleure connaissance par l'ensemble de la communauté éducative de ces 3 jeux, et on a organisé une opération qui s'appelle Flipback. Donc Flipback, c'est une opération qui est rattachée à notre festival et qui a permis l'envoi de jeux qui avaient obtenu le label auprès d'enseignants qui, en retour de l'obtention du jeu, se sont engagés à renvoyer des critiques, des analyses, des propositions. Donc, en cours d'année, il y a eu une irrigation du FLIP à travers la communauté éducative. Ça s'est fait début 2016. Voilà. Opération Flipback. Voilà. Avant je vais appeler les anciens lauréats de l'année dernière pour leur proposer d'échanger, de dire quelques mots sur l'impact qu'a eu ce label sur leur activité. Je voulais juste vous dire quelques mots. D'abord, des mots de remerciement pour la collectivité locale, la communauté de communes qui nous a fait confiance dans notre démarche. Et je pense que ce soir, tout ce qu'on a pu produire cette année montre que vous aviez eu raison de nous faire confiance. J'espère. Et ensuite, pour vous dire aussi que cet élan d'exploration des usages du jeu dans les champs sociaux, eh bien, on a essayé d'amplifier cette démarche. Et cette année, vous avez pu remarquer déjà, il y a eu des échos dans la presse, nous nous sommes tournés vers les populations vieillissantes, en organisant 2 événements sur le FLIP autour de la thématique jeux et seniors. La première a déjà eu lieu mercredi, où nous avons accueilli plus de 100 personnes venant d'une quinzaine d'établissements de la Gâtine et d'ailleurs, qui ont pu faire venir des personnes de leurs établissements pour découvrir des jeux, pour jouer. Et donc c'était vraiment merveilleux, à la fois pour les personnes âgées, mais aussi pour les animateurs. Il y a eu vraiment des échanges très intenses et très riches. Et en même temps, notre objectif, c'est toujours dans une démarche similaire à EducaFlip, c'est-à-dire d'enrichir les propositions, d'enrichir ce qu'on pouvait faire avec les différents publics en découvrant de nouveaux jeux. Voilà. Bien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur les dynamiques qu'on est en train de mettre en place. Et puis maintenant, je vais proposer à Grégory et à Martine de s'approcher, de venir nous dire quelques mots sur l'impact du label sur leur activité. Et puis ensuite, on passera à la remise des prix. Grégory, bonsoir. Bonsoir. Donc Grégory a reçu le prix pour Chronic Arts.
Oui, exact. Donc l'année dernière, on a fait partie du premier wagon, en gros, à recevoir un prix. Et pour dire l'impact, donc forcément, vu que c'était la première année, l'impact, on l'a surtout ressenti grâce à vous, en fait, parce que le jeu a vraiment été connu par votre intermédiaire, parce que c'est vrai que le principe de l'EducaFlip, c'est de pouvoir toucher la communauté des enseignants, ce qui est quasiment très compliqué pour nous, directement. Généralement, on est des petites structures. Et donc, concrètement, l'effet, il a été d'avoir de la visibilité sur des sites très consultés, et qui renvoyait, pour ma part en tout cas, sur mon site internet. Et c'est vrai que mois de juillet et août, immédiatement, il y a eu un effet dans les ventes. Je pense que dans la foulée des premiers posts, j'ai dû vendre environ 200 boîtes en une quinzaine de jours sur la fin du mois de juillet. Ce qui est, ça semble peut-être pas des chiffres énormes, mais quand on est une petite structure au mois de juillet, c'est plutôt sympathique. Et puis, ça a continué ensuite en septembre, parce que l'avantage, c'est que vous continuez de battre le fer et que vous ne nous oubliez pas. Et un autre aspect de l'EducaFlip qui a été vraiment très positif, c'est le flipback. Donc, on donne des jeux qui peuvent être transférés dans les écoles. Et c'est vrai que là aussi, vraiment une belle satisfaction, parce que les enseignants jouent le jeu. Ils nous renvoient leurs ressentis, comment les enfants ont joué. J'étais même surpris par la longueur des réponses de certains. C'est vraiment de la matière sur laquelle on peut travailler derrière. Donc, voilà, pour moi, en tout cas, c'est une expérience ultra positive. Puis, pour les futurs lauréats, je pense que ça sera excellent aussi. Voilà. Juste, peut-être que vous pourriez peut-être profiter de l'occasion pour nous dire votre actualité, peut-être. Ah oui, alors, tant qu'à faire. C'est vrai que j'étais pas trop... avec mon jeu, je visais plutôt le grand public. Là, j'ai pu découvrir le monde un peu plus enseignant grâce à l'EducaFlip. Et du coup, avec les connaissances qu'on fait, etc., on a rebondi sur une idée par rapport à notre jeu d'origine. Donc Chronic Cards, en gros, c'est un petit jeu où on remet dans l'ordre chronologique. Mais là, je viens d'éditer une version géante. Ça répondait aux besoins aussi qu'on voyait pour les travaux de groupe, etc., pour les usages en classe. Donc, il a été édité pour un lancement il y a 2 mois. Et c'est vrai que par rapport au flipback, ça semblait bien correspondre à ce qu'attendaient les enseignants. Donc, c'est vrai que ça nous fait aussi évoluer pour mieux connaître les enseignants et puis essayer de créer des jeux qui puissent être utilisés en classe de façon encore plus efficace. Voilà. Bravo. Bonsoir. Eh bien, écoutez, tout pareil. Je voudrais juste rajouter que quand on est éditeur, c'est quand même un travail assez intimiste, assez solitaire, assez dans son coin. Et les EducaFlip avec un trophée comme ça, on a une communication qui est ouverte, une visibilité qui est bien meilleure grâce à vous, merci. Et puis surtout, c'est un échange, c'est un enrichissement et on reçoit beaucoup de part et d'autre. Et du coup, on conçoit des nouveaux outils, par exemple par rapport au prix qu'on a eu l'an dernier pour les jeux Dessine-moi un mot. On a pu étoffer et proposer là, à partir du mois de septembre, des gammes sur les mots du temps, sur les mots des maths, sur les invariables 2. Et c'est un enrichissement mutuel, donc vraiment un grand merci. Voilà. Laurent, tu peux mettre le... Donc, alors, c'est pas forcément... les jeux apparaissent pas dans l'ordre de présentation d'aujourd'hui, mais enfin, tous ont été analysés aujourd'hui. Donc, premier jeu que nous avons découvert aujourd'hui, Close, un jeu de manipulation et de construction. Une toute jeune société qui s'est lancée. Et donc l'objectif est de reconstituer des objets soit en 2 dimensions, soit en 3 dimensions. Alors c'est avec avec des pièces comme ça qui sont comment on peut dire, taillées dans des pièces de bois assez épaisses. Et donc c'était une des découvertes de la journée. Voilà. Deuxième jeu. Je ne vais pas trop m'étendre parce que l'essentiel, c'est de passer à la suite. Jeu 6x9. Donc là, jeu de dés très original qui permet de faciliter l'apprentissage des tables de multiplication. Voilà, petite chose importante.
Petite anecdote, celui d'avant close, il était fabriqué à la main, et donc typiquement fabriqué à la main et français. Donc, et on a été tous surpris de découvrir que ces 3D, en plus d'être vraiment un jeu intéressant, étaient fabriqués en France. Donc voilà, super. Feelings, jeu là, qui lui puise son originalité sur les thèmes qu'il aborde, c'est-à-dire sur la découverte des émotions qu'on ressent et qui aide à mieux comprendre et à jouer avec ce que l'autre peut ressentir en fait. Alors ça rentre directement dans le cadre de nos nouvelles consignes sur l'enseignement civique et moral. Et c'est un jeu qui a été réalisé par Jean-Louis Roubira, et Vincent Bidot aussi. Jean-Louis Roubira qui est de notre grande région Aquitaine. Nouvelle-Aquitaine. Jungle Logic, alors c'est un jeu qui porte bien son nom. On a des défis de logique qui sont posés. Alors vous verrez, c'était des défis pour nous tous, de pouvoir répondre à ces questions de logique, etc. Et on a eu une leçon de mathématiques qui nous a fait du bien, franchement. Bon. Catamino, jeu qui lui était un peu plus ancien, qui est déjà porté par un grand succès, et qui se dirige vraiment vers un usage pédagogique. On prend de plus en plus les personnes par la main pour les accompagner aux usages du jeu. Il y a des livrets intéressants. C'est un jeu qui permet en fait de reconstituer une sorte des pièces, des figures, à partir de concepts de 5 cubes qui ont une forme particulière. Voilà. Matsumo, là aussi, apprentissage d'étapes de multiplication. Jeu aussi très amusant. On a le sumo qui se déplace assez rapidement. Finalement, moi, je pensais que les sumos étaient plus lourds, tu vois. Mais non, finalement, ça se déplace même très rapidement. Et donc, voilà, un jeu aussi très original, permettant et facilitant l'apprentissage d'étapes de multiplication, aussi bien en classe que dans la famille. Ne mange pas la consigne Circus. Alors, on est tous enseignants, on sait que c'est une des choses qui est le plus mangée à l'école. Moi, les miens, j'avais des très gros mangeurs de consignes. Vraiment, ils les dévoraient même. Donc, petit jeu, son originalité, c'est que dans un même jeu de cartes comme ça, on a moult voies pour exercer les enfants à être très attentifs et très appliqués concernant les consignes. Voilà. Farandole, écoutez, là, on a eu là une collection de phares, on a été éblouis par tous ces phares qui nous ont été proposés. Jeu de construction, jeu aussi de mémoire, et très original par son approche. Et sans doute, ce soir, moi, je lui décerne quand même le prix du jeu le plus marin. Et vous avez remarqué quand même que un de nos membres a fait l'effort de mettre une marinière ce soir. D'accord. Heureusement que nous n'avons pas eu de jeu de combat, de jeu de stratégie, etc. Je me demande si Mathieu ne serait pas venu avec un casque lourd. On aime bien t'embêter. Le zoo des nombres. Alors, jeu créé par Site Inspire, Martine qui est venue nous dire, qui a été récompensé l'année dernière. Jeu qui permet en fait de développer un certain nombre d'activités autour de la connaissance et de l'apprentissage des nombres. Et vraiment, il y a des aides très concrètes, très graphiques, c'est vraiment tout à fait mignon. Vol des tours, alors là, on a été sur les cimes, sur les reliefs, etc. C'est un jeu de stratégie, un jeu qui vise en fait à élaborer une stratégie à la fois en appréhendant les formes, mais aussi en se projetant des parcours. Jeu en bois original et qui a toute sa place, comme les autres d'ailleurs, dans nos classes. Oui, ça c'est... Voilà l'Éducaflip. Alors avant de retirer ce que j'ai dans la poche, arrière, juste un mot. Cette année donc, on s'était donné les moyens de le faire l'année dernière. On voulait offrir la possibilité à l'ensemble des collègues de France de pouvoir consulter nos échanges, nos analyses. Donc vous allez avoir
Vous allez avoir donc à votre disposition maintenant, j'allais dire à partir de septembre, je pense, des propositions, des analyses des différents jeux qui vous sont présentés. Et je vous assure, pour y avoir participé, c'est vraiment extraordinaire. Des pistes nouvelles d'usage des jeux ont été avancées. Les créateurs ont pu proposer et présenter leurs jeux. C'est vraiment fabuleux pour les professionnels que sont les enseignants. Ça va vraiment être de très beaux outils. Voilà. Bon. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, mes chers amis? Non, rien. On a maintenant un superbe trophée. C'est une tôle, alors je ne sais pas comment ça a pu être fait, c'est absolument magnifique. Ça a été fait par la société BGN de la crèche. Vraiment un superbe trophée avec le cartable, notre petit fou du flip, le crayon prêt à être utilisé. Superbe. Voilà. Vous avez choisi, mes chers amis, vous avez choisi le jeu Farandole comme lauréat 2016. Ça fait quelque chose. C'est l'émotion. Oui, je suis très ému. Moi, je pensais qu'un rien ne pouvait émouvoir un marin au long cours, mais vous voyez, c'est une surprise du soir. Mais elle est là depuis ce matin. Donc, le jury a souhaité récompenser ou distinguer Farandole parce ils ont trouvé que le jeu était très intéressant pour aborder les thématiques de mémoire et de concentration. Que le jeu était très beau. Très agréable, vraiment très très bien fini. Qu'ensuite, il plongeait les enfants et les joueurs dans un univers, que la version coopérative était très intéressante, que son thème était original, qu'il était utilisable en famille, ils avaient apprécié notamment les 5 niveaux de difficulté, qu'il était utilisable dès la maternelle, en associant observation, dextérité, etc. Et qu'on pouvait avoir des prolongements sur les jeux de mots, sur la maîtrise de la langue, on pouvait créer ses propres phares. Voilà. Vraiment, quand vous découvrirez le jeu, vous ferez une très très belle découverte. Vous serez, à mon avis, aussi ébloui par ces phares que nous l'avons été dans cette journée. Bravo. Merci. Je peux dire quelques mots ? Ah mais vous êtes là pour ça. Hein. Et voilà Farandole, vous voyez... C'est superbe, vous avez des phares à créer, on a tous vraiment été éblouis. Je vous en prie. Merci au Flip pour cette opportunité. Merci au jury pour leur choix. Félicitations aux autres participants. Et puis, comme je le disais ce matin, Farandole, c'est un... Excusez-moi. Farandole, ce n'est pas simplement mon jeu. C'est notre jeu. Le vaisseau Nautilude est vraiment une équipe. Il y a monsieur Aurélien Lévesque qui a fait un superbe travail pour les cartes, la boîte et tous les visuels. Et puis je pense à eux très fort. J'ai 7 personnes qui soutiennent l'édition de ce jeu parce que je suis issu d'une famille modeste. On sait la valeur des choses. Et j'avais vraiment envie de concrétiser ce jeu et des personnes spontanément m'ont aidé. Alors c'est pas tous les jours qu'on peut les remercier, donc je leur dédie à eux ce trophée, surtout à eux. Et puis j'espère que Farandole pourra faire rêver le plus grand nombre de joueurs possible et qu'il vous éclairera de ces belles lumières le plus longtemps possible. Merci à tout le monde. Merci. Juste avant que vous partiez, le jeu n'est pas encore très connu. Bientôt, il sera internationalement répandu, mais là, pour l'instant, pas encore. Est-ce que vous pouvez raconter au public, en 2 mots, comment on joue à Farandole ? Oui, c'est très très simple. En fait, dans la boîte, vous avez le phare arc-en-ciel, le phare dîne à l'huile, le phare Tichot, le phare Lequin. Voilà, vous avez 40 phares complètement farfelus, imaginaires, hauts en couleurs,
Et comme vous l'avez entendu, dans le nom de chaque phare, il y a un jeu de mots. Et c'est ce jeu de mots qui donne la construction du phare, avec des couleurs, avec donc un appel de... Tout de suite, c'est vrai, quand on a joué une première fois, le farbon de bois, hop, on le voit en tête, il est tout noir. Le pharico vert, hop, ça y est, je l'imagine. Le Far West, on entrevoit un Lucky Luke parasé avec un chapeau noir. Enfin, on arrive à se dessiner les phares au fur et à mesure des parties. Et le jeu est très simple. Vous avez donc les 94 pièces en bois dans la boîte et vous prenez les pièces qui servent à construire votre phare. Et vous avez donc 5 niveaux de jeu avec à chaque fois un petit plus en difficulté que l'on peut ou pas jouer. Donc le niveau 1, vous avez le modèle. Le niveau 2, vous avez le sablier en plus de 30 secondes. Forcément, la mer, le sablier, voilà. Le niveau 3, la nuit se lève, comme on dit chez nous, chez les Celtes, la nuit se lève et votre phare est caché dans l'obscurité, il faut le refaire de mémoire. Niveau 4, vous êtes toujours dans la nuit et en plus on ajoute le piment avec le sablier de 30 secondes. Et le niveau 5, redouté, même par les membres de votre jury, les pièces retournent dans la carrière et vous n'avez plus ni le nombre, ni la forme, ni les couleurs. Et il faut refaire ce phare que vous aviez devant vous sans aucun indice, donc le rebâtir complètement. Et comme vous le précisiez, c'est vrai qu'en mode 2 joueurs, il y a une vraie coopération. On va unir notre mémoire, on va se compléter, essayer de se déstresser pour bâtir le phare le plus rapidement possible. Voilà Farandole en quelques mots. Bravo. Merci. Bien. Ouais. On peut souhaiter que bon vent à Farandole. Super. Bon, que d'émotions déjà, que d'émotions. Le suivant. Qu'est-ce que vous m'avez mis ? Ne mange pas la consigne circus. Bravo, vraiment félicitations, super, merci. Pourquoi le jury a retenu ne mange pas la consigne circus ? Alors parce que c'est vraiment c'est l'outil très utilisable pour faire de la transdisciplinarité. C'est-à-dire on peut aborder plusieurs matières en même temps. On peut faire en même temps le langage, on peut travailler sur la compréhension de consignes et on peut aussi travailler sur la représentation spatio-temporelle. Oui, parce que tout à l'heure, on a eu le droit, on a un moment même, ça touche même les activités sportives, hein, parce qu'on doit à un moment lever le genou péniblement, etc. C'est vraiment... Que c'est commun au cycle 2 et au cycle 3, que le rapport qualité-prix est vraiment particulièrement intéressant, et ça sera vraiment apprécié par nos collègues qui ont parfois très peu de moyens. Et le prix est particulièrement bien pensé lorsqu'on peut développer avec un même jeu presque 10 activités. Donc une boîte, c'est 10 jeux en fait. Hein. Donc il est très adapté à l'école. On peut faire une différenciation et l'autocorrection est aussi incluse. En plus, vous avez pensé associer aussi des outils qui seront utilisables par nos collègues avec ces petits fascicules là qui vont permettre d'aller plus loin dans nos classes. En partant du jeu, on peut aller beaucoup plus loin encore. Et on peut aussi avoir des prolongements en production écrite. Voilà. Je vous laisse dire quelques mots. Alors, je vais remercier Olivier pour sa gentille présentation, le jury du coup pour son accueil et effectivement tous les autres participants parce que je sais que le jury a forcément sélectionné des très bons jeux. Alors effectivement, Ne mange pas la consigne avait été demandé en 2009 quand j'avais fait un colloque au professeur de maître E. Et j'avais proposé en demandant qu'est-ce qui vous intéresserait comme jeu. Et sur 150 participants, on a vu 120 personnes qui m'avaient dit les consignes, ce serait bien. Sauf que j'avais un gros problème, je ne trouvais pas de jeu amusant sur les consignes. Donc j'ai bloqué pendant 2 ans, jusqu'à que, comme d'habitude en général c'est dans ma douche que je réfléchis le plus, surtout au niveau des jeux. Et j'ai trouvé qu'on pouvait faire plusieurs petits jeux dans une seule boîte.
Donc j'ai sorti un premier jeu, et là on m'a dit oh, le jeu il est intéressant, il faudra en faire un aussi qui puisse toucher les petits comme, Olivier l'a dit un peu tout à l'heure, les personnes âgées. Donc on se dit le thème du cirque pourrait être vraiment intergénérationnel. Et là on se dit bon effectivement, j'ai fait le clown ce matin, puisque le premier figure que j'appelle c'est les clowns statues, où effectivement il a fallu que je sois un peu ridicule puisque mon dessinateur devait me les dessiner, les positions. Et donc, vous avez notamment pour ces clowns statues, une figure que vous devez décrire sans faire le moindre mouvement, ce qui n'est pas toujours facile, les jurys l'ont testé. Et la statue, en écoutant, doit refaire le mouvement. Forcément, bien sûr, la position est en 3D. Et Charivaru a eu la bonne idée de commencer par me faire lever la jambe avant de réfléchir à ce que j'allais faire avec mes bras. Donc effectivement, en général, je dis aux enfants que le moins timide commence, puis après, tout le monde a envie de faire la statue. Et ce jeu-là, effectivement, on a mis 10 jeux indépendants dans la boîte pour faire travailler la motricité, pour faire travailler les repères spatiaux, les repères temporels qui avaient été demandés par les professeurs, les repères visuels, et puis effectivement le côté grimace avec des clowns. Donc je suis content parce qu'effectivement, ça demandait beaucoup de temps à mon dessinateur, parce que Cats Family est quand même vu comme souvent des jeux très pédagogiques, et les magasins de jeux ont un peu peur du mot pédagogique. Et j'aurais dit, mais si vous jouez avec un jeu sur leur cirque, effectivement, la remarque que j'ai eue de la part des professeurs comme des familles, c'est que le visuel a été vraiment soigné. Et pour le prix abordable, du coup, on n'est qu'à 15 € au niveau du jeu. Vous avez donc, du coup, pour les classes, 10 jeux différents qu'on pourra jouer quasiment de la petite section pour les plus faciles jusqu'au niveau collège, sachant que vous avez des fois des jeux en 2 dimensions, donc j'ai des adultes qui pleurent un petit peu avec certains défis. Donc je suis très content. Je remercie tout particulièrement ma femme et mes enfants, parce que ma femme me soutient beaucoup depuis le début. Merci. Effectivement, je suis un peu ému parce que quand j'avais eu le prix concours Lépine, elle n'était pas là. Elle devait s'occuper des jumeaux qui avaient 1 an. Et le concours Lépine dure 10 jours. Donc là, je lui ai dit, ce serait bien si tu pouvais venir un petit peu. Donc elle est venue avec moi. Et puis, effectivement, je remercie aussi donc, du coup, le jury. Je vous remercie tous. Et puis, je vous invite à découvrir le jeu si vous voulez jouer. Avec un petit peu, mais ceux qui n'ont pas peur d'être ridicules, n'hésitez pas. Ceux qui ne veulent pas être ridicules, vous interviewerez les autres et puis vous ferez jouer à votre place. Je vous remercie. Bravo. Super. Bien. Il me reste à la fois la tâche à la fois très, très heureuse et aussi très pénible de sortir le dernier lauréat du soir, parce que je pense, mes pensées vont à la fois à la joie qu'on va apporter pour un lauréat et en même temps à la déception qu'on va générer pour ceux qui n'ont pas été retenus. Mais je ne veux pas sombrer dans une tristesse absolue, parce qu'en fait, ce que vous allez découvrir, les moyens que s'est donné le Flip pour pouvoir valoriser votre jeu cette année ont été exceptionnels. La mise en place de ce dispositif pour créer une vidéo qui va être regardée et amplifiée par les millions de visiteurs des membres du jury va, je n'en doute même pas, va aider considérablement vos jeux. Vraiment considérablement. Vous allez donc avoir une vidéo professionnelle sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer, sur laquelle vous allez pouvoir dire que sont intervenus sans doute les enseignants les plus célèbres de France, c'est vrai, sur lesquels ils ont pu faire des propositions, qu'ils ont retenu votre jeu. Non, mais je reviens là-dessus parce que c'est vrai. Et puis parce que aussi, vous changez, je vous l'ai dit l'année dernière, vous changez le système, parce que quand on voit dans les classes, n'importe lesquelles, que ça soit de Valenciennes à Marseille, on trouve vos travaux. Et donc, par moment, on change plus facilement l'éducation par ces petites choses qu'on apporte au quotidien et qu'on transmet à nos collègues que par des lois et des décrets. Voilà. Donc c'est pour ça que je le souhaite. Donc voilà, dernier lauréat de ce soir. Feelings.
Félicitations. Félicitations pour toutes les créations qu'on va avoir à notre disposition maintenant. C'est super que vous pensiez à enrichir nos pratiques. Alors, Feelings, ce que le jury a particulièrement apprécié, c'est l'originalité de la thématique, qu'il est complètement adapté aux instructions officielles. Moi, je soupçonne même que c'est vous qui avez téléphoné au ministère en leur disant qu'il faut absolument changer les programmes parce qu'on sort un jeu, c'est ça? Oui, d'accord, très bien, je m'en suis douté. Que ça permet le langage autour des émotions, ça permet de verbaliser autour des émotions. Et on sait, quand on est enseignant, à quel point c'est parfois complexe de faire exprimer un enfant sur pourquoi il a agi comme ça, quelle attitude il a pu avoir, qu'est-ce qu'il a ressenti à un moment ou à un autre. On peut faire de nombreux prolongements, notamment dans production écrite. On peut créer ses propres cartes en ligne, c'est-à-dire que c'est comme les jeux qu'on a pu voir tout à l'heure et qui ont été primés aussi. C'est des jeux sur lesquels on peut mettre sa propre empreinte. C'est-à-dire qu'avec sa propre classe, on peut s'approprier, on peut même le modifier. C'est un jeu qui est valable au cycle 3, utilisable au cycle 3. On a même découvert une adaptation pour le cycle 2 et qui est particulièrement adapté, je pense aussi, pour les liaisons collège-école. Ce que le jury aussi a particulièrement apprécié, c'est l'esthétique du jeu, les illustrations originales, un travail avait été fait tout autour de la notion d'émotion, hein, et que c'était vraiment, on avait une approche très large par rapport à ça. Et qu'ensuite, ce jeu peut être adapté en groupe classe, c'est-à-dire qu'on peut utiliser le jeu, même si on a 30 élèves, en le pensant différemment, et c'est une belle introduction à ce qui nous est demandé maintenant. Voilà, félicitations, bravo. Merci. Oui. Non, ça va. Non, garde-le. Alors, j'ai choisi des cartes. Ah. Parce que bon, j'ai un petit peu de mal aussi avec les émotions. Bon, si tu veux. Ouais, je vais quand même. Ça se casse pas, mais bon, ça serait quand même. Ça serait dommage de ne pas profiter. Alors, j'ai choisi Je suis touché, d'abord. Un grand merci à Franck Chalard, qui n'est pas là, mais qui est l'artiste plasticien qui a réalisé les 20 toiles pour représenter les émotions qu'on a utilisées dans ce jeu. Alors, mon collègue et co-créateur Vincent Bidot n'est pas là puisqu'il est en vacances, il a mis un petit peu de distance avec nous, il est du côté de Montréal, mais je pense qu'il serait comblé parce que alors il est à la fois co-créateur et éditeur de ce jeu puisque en fait les éditeurs, on va dire conventionnels, nous ont dit que c'est vrai que c'est un jeu qui est plutôt destiné aux professionnels et bon voilà, donc il a pris quand même la responsabilité de créer une auto-entreprise pour fabriquer les boîtes du jeu. Alors c'était pas en France, c'était en Belgique. Belgique, oui, pas loin, en français. Et depuis je dirais 1 an que le jeu est sorti, et même avant, il se donne beaucoup, il passe beaucoup de temps, il y a beaucoup de mails, beaucoup de personnes qui sont intéressées par cet outil, et donc ça crée beaucoup de relations depuis. Donc je pense qu'il sera comblé de savoir ce prix. Voilà. Le jeu est né de la rencontre entre Vincent et moi. On s'est rencontrés à l'hôpital puisqu'il est infirmier en psy et moi je suis pédopsychiatre. Mais finalement, ce sont des professionnels qui nous ont posé la question pourquoi finalement il n'existe pas de jeu dans notre service. Alors c'est un service où on accueille des adolescents qui sont en échec scolaire. Et pourquoi il n'existe pas des jeux pour aborder les émotions directement avec les adolescents. Et à partir de cette question-là, voilà. On a commencé à réfléchir ensemble. On était déjà en train de réfléchir à l'écriture d'un bouquin, donc on a laissé de côté le travail sur le bouquin, donc il est toujours en chantier. Mais on a commencé à faire des maquettes. Voilà, on s'est inspiré de jeux existants comme Gift Trap, un jeu où on essaie de deviner quels sont les cadeaux qui font plaisir aux autres, comme Dixit ou comme d'autres jeux. Voilà. Et puis, ce jeu, il a été utilisé ensuite dans
par des associations pour lutter contre les discriminations, contre différentes formes de discrimination, notamment du côté de la mairie de Poitiers. Et puis après, à partir de là, on a aussi été interpellé par les collèges, les lycées et puis les écoles. Et d'autres champs. Ce qui veut dire que c'est un jeu finalement qu'on peut aussi adapter selon le cadre dans lequel on intervient. C'est aussi des particularités de cet outil. Ça veut dire que la personne qui va l'utiliser va se l'approprier et en fonction du public avec lequel elle travaille. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est bien, c'est super, et puis qu'on va l'utiliser surtout. En fait, je voulais aussi remercier d'abord les personnes qui sont à l'initiative de ce concours, de ce label EducaFlip depuis l'année dernière. Donc Olivier qui est présent, et puis Étienne, oui. Et puis il y avait peut-être que notre nom, vous étiez tous les deux. Donc voilà, merci. Vous êtes... donc vraiment, on trouve que c'est un label très intéressant. Et évidemment remercier le jury. Donc voilà, moi je suis passé l'année dernière, donc j'ai pu déjà apprécier les rencontres qui ont eu lieu à travers ce qui s'est passé l'année dernière. Et puis cette année, j'ai eu une deuxième chance avec ce nouveau jeu. Et puis un grand merci, vraiment, ça me fait beaucoup plaisir. Voilà. Émission. Voilà, on termine par les émotions et c'était pas volontaire, vous voyez, dans la poche. C'était vraiment très émouvant cette remise des prix. Est-ce que parmi vous souhaitez, quelqu'un souhaiterait dire quelques mots sur ce qui a été vécu aujourd'hui, sur les jeux qu'on a pu découvrir, moi, enfin, à titre personnel, moi, je ne participe pas au choix et c'est tant mieux. Quand ils ont dû choisir mes clics et mes claques, je suis parti, je me suis dit, moi, si j'étais à leur place, j'y arriverais pas. Tellement on avait apprécié ce qu'on avait vu, l'originalité de ce que vous avez fait. Vraiment, tous, moi, j'ai été vraiment ébloui de ce que j'avais vu. Moi, je veux bien juste rebondir sur ce que tu dis. Et je pense que je trahirais personne en disant qu'on a été... encore plus que l'année dernière, impressionné par la qualité des jeux qui nous ont été présentés et qu'on a failli en venir aux mains pour choisir les 3 lauréats. Donc je suis personnellement un peu déçue pour certains. Et donc il y a énormément de jeux de grande valeur qui ont été présentés et dont nous parlerons certainement sur nos blogs parce qu'il y a plein de choses à faire avec ces jeux-là. Donc ceux qui n'ont pas été lauréats, quelquefois vous êtes passés tout près. Et on parlera de vos jeux parce qu'il y a des choses super qui nous ont été présentées. Voilà. Oui, en fait, vous êtes passé tout près, mais en fait, vous étiez complètement dans le mille, en sensibilisant des gens qui sont capables de diffuser le plaisir qu'ils ont pu avoir avec vos jeux et ce qu'ils vont en faire en classe. Tout à l'heure, on discutait ensemble des fréquentations de sites. Et je ne savais même pas, je n'ai pas fait attention. Le pic de consultation, c'est fin août, quelques jours avant la rentrée. Et donc, par exemple, Charivari me disait qu'elle était à 50 000 personnes par jour. Lutin, t'es à combien? Je ne sais pas. 100 000 peut-être. Comment? Peut-être pas, enfin bref, entre 50 et 100 000 personnes en une journée. Et donc, quand vous avez comme ça les possibilités d'avoir des personnes qui ont eu un véritable coup de cœur, qui ont apprécié votre jeu, de pouvoir les relayer en une seule journée auprès d'autant de personnes, dans un moment où l'école n'est pas encore commencée, où on se dit, tiens, souvent on a envie de redémarrer, c'est la rentrée, on a envie de faire des nouvelles choses, etc. Eh bien, vous serez appuyés, vous aurez... nos collègues seront contents de découvrir ces nouvelles pistes et puis vos travails seront récompensés. Voilà. Bien. On passe à la suite ? On passe à la suite. Oui, alors ce que je vous propose, c'est chacun votre tour peut-être parler brièvement un peu de l'actualité de ce que vous avez fait cette année, dire un petit peu, ça peut être bref, c'est bien, il faudra que ce soit bref, vous en faites tellement que si vous voulez mettre en lumière une ou deux choses. Et ensuite, peut-être d'aborder justement ce soir, apporter des pistes
d'usage de jeu dans la connaissance de l'orthographe, de la lecture, en fait, des usages de jeux de mots, jeux de lettres. Donc, je vous propose de commencer par Nathalie, qui va nous dire quelques mots de son site Ludique École, et qui va nous parler ensuite d'un jeu qu'elle a choisi de nous présenter ou de parler ce soir. Alors, le site s'appelle Ludique École. C'est en fait un site qui a été créé par une association de professeurs, ludothécaires et d'acteurs du monde du jeu et de l'éducation nationale. L'idée de ce site, c'est de proposer une sélection de jeux de société par classe. Donc grande section maternelle, CP, CE1, CLIS, enfin ULIS. Et pour chaque classe, il y a une sélection d'une douzaine de jeux. Et pour chaque jeu, il y a une fiche pédagogique et une vidéo d'explication des règles de moins de 5 minutes. Donc voilà, vous allez sur le site, vous choisissez. Et les jeux sélectionnés sont des jeux grand public. C'est des jeux, on tient à ce que ces jeux, on puisse aussi y jouer en famille. Donc non seulement les jeux sont sélectionnés pour leurs apprentissages scolaires, mais aussi par le côté familial et le plaisir qu'on a à y jouer, évidemment. En dehors de cette sélection, il y a régulièrement des articles sur les pratiques des enseignants avec le jeu ou des écoles avec le jeu qui peuvent donner des idées. Et voilà. Et d'ailleurs, si vous-même utilisez le jeu dans votre école et que vous avez envie de participer à ce site, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Donc voilà, j'ai fait le tour. Le site s'appelle Ludique École et voilà, on s'est marqué, c'est www.ludiqueécole.fr. Oui, vous voulez... Donc Émilie de Jeux d'école, cette année sur mon blog vous avez pu découvrir essentiellement des jeux de plateau, vraiment avec des objectifs scolaires et puis aussi pas mal de matériel autocorrectif et ludique comme des coloriages magiques, des cartes à choix, etc. etc. Voilà, je mets en fait en ligne ce que je produis pour ma classe. On l'a déjà dit. Bon, Charivari de Charivari. Et je me souviens pas ce que j'ai fait cette année. Plein de trucs. Est-ce qu'il y a des petites choses que tu voudrais mettre, dont tu sentais que c'était un peu nouveau, que tu n'avais jamais abordé, qui t'ont fait plaisir? Est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur ton site? Ça va me revenir, mais là, comme ça, la plouf... Comme ça, t'en as fait trop, en fait? Non, je sais plus. Voilà, non. Il vit sa vie, le site... Non, je passe Joker. Joker, ok. Donc, moi, c'est Monsieur Mathieu, donc c'est le blog de Monsieur Mathieu. Ouais, c'est tout bête. Moi, cette année, j'ai continué pareil à publier les jeux de plateau que je crée. J'ai créé quand même une nouvelle section pour présenter, suite aux EducaFlip justement, tous les jeux commercialisés que je trouvais pertinents. Donc c'est vrai que j'ai sollicité des éditeurs pour voir un petit peu tout ce qui se produisait, pour faire une analyse. Cette année, j'ai reconduit aussi J'invite un banquier dans ma classe. Et donc à la rentrée, en septembre, il y aura 5 nouveaux jeux qui vont être édités chez Educalangelin. Voilà. Donc, si vous voulez découvrir. Morgane, donc de Lutin Bazar. Cette année, si on regarde mon blog, j'ai pas fait grand-chose. T'as rien fait du tout? Il est un petit peu en pause là. Cette année a été consacrée en fait à un projet qu'on a avec donc Lorrain. Projet on a écrit des ouvrages parascolaires voilà, qui sont pas encore parus, mais donc c'est un peu notre bébé qu'on a bichonné toute l'année. On est très heureux d'apprendre cette nouvelle. Je pense que le bébé hors-fils Lutin Bazar va faire jaser. Voilà. Et puis, du coup, pas grand-chose de paru, mais plein de projets d'articles, de nouveaux outils découverts ou à découvrir. Un changement de niveau aussi qui se profile. Donc, du coup, une ouverture sur le CE2. Une réouverture sur les CE2, voilà. Mais du coup, oui, ça va me permettre de renouveler un petit peu à ce niveau-là. Voilà.
Donc moi, on l'a déjà dit, c'est Lorrain. Alors entre autres mon école, mais je fais pas mal de sites internet. En fait, je suis plus en classe depuis 2 ans. Alors s'il y a des enseignants, peut-être qui connaissent les outils, mais si c'est essentiellement des acteurs du jeu qui sont devant nous, je pense qu'ils savent pas du tout de quoi je parle. Donc c'est ouais, levez la main les enseignants s'il y en a dans la classe. Dans la classe. Je dis dans la classe. Il y en a quand même. Ils connaissent peut-être pas non plus, mais c'est un autre problème. Donc voilà, donc là en ce moment, moi je suis plus en classe, je suis conseiller pédagogique au numérique, et donc du coup en ce moment je travaille plus sur des outils numériques pour la classe, et notamment parfois des jeux, mais en ligne. Donc voilà. Tu as notamment, on peut faire le B2I en ligne grâce à toi. On peut faire aussi maintenant le projet classe numérique, c'est-à-dire la révision de l'ensemble du programme en ligne, c'est grâce à toi aussi. Le rallye lecture en ligne, bah, c'est toi aussi. Mais t'es partout. Hein, finalement, tu veux te cacher, mais t'es partout. Hein, c'est ça. En tout cas, merci pour tout ce que tu fais et tout ce que tu nous permets de faciliter. Ça, c'est super. Voilà, alors moi sur mon site, est-ce que j'ai fait ? J'ai travaillé tout particulièrement sur les émotions cette année. Voilà, les émotions, là, j'ai fait un travail sur notamment une approche sur art et émotion. J'ai travaillé sur la joie tout particulièrement. Ça m'a fait beaucoup de bien de travailler sur la joie. Ça m'a permis de revoir des beaux classiques et ça fait du bien. Voilà. Bien, bah écoutez, moi j'ai le micro, je vais aborder la question. Je vais commencer par moi, ça sera fait, ça sera réglé. Sur l'usage d'un jeu dans le domaine du français. Ben moi, je suis pas allé chercher loin le jeu que j'ai utilisé cette année. J'ai simplement utilisé le label 2015, Dessine-moi un mot, que j'ai utilisé en APC avec 3 élèves, et vraiment. J'en étais très heureux. Le fait de se pouvoir raconter une histoire, comment. Oui, en fait, le jeu est assez simple. En fait, un mot, vous avez les lettres du mot, mais en fait, les lettres une partie des lettres sont dessinées et sont composées de dessins. Et ces dessins sont reliés à une phrase qui généralement raconte une histoire. Ce qui fait que l'enfant fait le lien entre la manière d'écrire le mot et en même temps cette histoire. Donc ce qui fait qu'on travaille la mémoire de toute autre manière. Ce n'est pas seulement une photographie du mot, mais c'est aussi une histoire dans laquelle la graphie et l'orthographe s'inscrivent. C'est vraiment intéressant. Voilà. C'est donc, vous voyez quand même, tout de suite je me suis dit, tiens, les labels ça peut intéresser des enseignants, pourquoi pas moi ? Et donc vraiment c'était vraiment merci aux créateurs. Alors il y a donc moi j'étais pas en classe, donc j'ai pas pu tester les super jeux qu'on a découverts l'année passée. J'ai pu par contre en présenter en organisant des salons du jeu ou des ateliers avec des classes, des jeux justement que j'avais rencontrés au Flip. Et on va voir qu'on s'est pas beaucoup consulté. C'est que je pensais parler de Dessine-moi un mot. Du coup, alors ça montre la qualité du jeu, mais du coup j'ai rien de particulier de plus que toi à en dire. Donc au moins c'est bref. Voilà, et je passe la parole au voisin, à la voisine. Moi je suis embêtée en fait. Non, j'allais pas parler de Dessine-moi un mot, quoique je l'ai utilisé aussi. Parce que jeu de lettres, jeu de mots, c'est un peu vague, hein, et donc j'en utilise plusieurs. Si je devais en choisir un qui a bien marché cette année, c'est Tam Tam. Alors bon, je pense que c'est assez connu. Je ne sais pas s'il faut que je présente le jeu rapidement. Oui, donc c'est un jeu de cartes où il s'agit d'associer. Donc il y a des cartes images et des cartes mots. Et on retourne une carte image, une carte mot. Il n'y a qu'une paire à faire. Voilà, il n'y a qu'une paire possible. Donc on travaille comment ? Oui, un point commun entre les deux cartes. Voilà, c'est un peu le principe. Oui, c'est le principe de Dobble aussi. Et on travaille la discrimination visuelle, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même une gamme assez large. Donc maintenant, il y a des boîtes à thème. Moi, j'ai particulièrement apprécié les boîtes sur les difficultés de phonologie, voilà, sur lesquelles on va insister particulièrement au CE1, tous les I, A, E et compagnie. Et voilà, bon, c'est pour n'en citer qu'un.
Mais il y aura peut-être des questions après auxquelles on pourra répondre. Voilà, on évoquait d'autres. Moi, je vais parler d'un des jeux d'une personne qui faisait partie des nominés cette année. Alors, c'était pas son jeu qu'il a présenté, il a présenté Matsumo. Et donc, j'avais eu le plaisir de découvrir un autre de ses jeux qui s'appelle Twist Délire. Donc, c'est chez Matica Édition. Et donc, c'est un jeu qui se présente sous forme de cartes où il y a beaucoup d'illustrations. Et vous avez des dés avec des voyelles dessus. Et donc le principe est tout bête, hein. C'est une mécanique qui s'explique en 5 secondes. On jette les dés, certaines voyelles apparaissent. Et donc ensuite, les enfants, dans un système de catch and shoot, là, ils viennent attraper la carte où ils pensent avoir trouvé une image qui contient les deux sons. Voilà. Et donc moi j'ai trouvé, alors c'est un jeu typiquement, on va dire plutôt effectivement CP ou grande section, et moi j'ai des CE2 cette année, donc moi je l'ai adapté en exigeant ensuite de mes élèves qu'ils encodent sur des ardoises, et qu'ensuite ils puissent trouver à la fois une image où on entendait ces deux fameux sons, et qu'ensuite ils puissent me trouver un autre mot de la même famille ou du même champ sémantique. Donc même un jeu qui à la base peut paraître pour des plus petits peut être réadapté ensuite pour des plus grands, et c'est un jeu qui a très bien fonctionné. Voilà, Twist Délire. Alors en discutant avec mes collègues, je me rends compte que moi dans ma classe, j'aime beaucoup jouer en groupe classe. J'aime bien quand on peut jouer à 30, quoi. On joue aussi un petit peu en atelier, mais j'aime bien jouer à tous. Et un des jeux auxquels on joue tous les ans, moi j'ai des CM1, CM2, on joue au tabou ou à une variante fabriquée maison du tabou. Donc le tabou, c'est un jeu assez connu, je crois, hein. Il y a, sur chaque carte, il y a un mot que l'on doit faire deviner à ses partenaires sans utiliser d'autres mots qui sont tabous. Donc c'est un jeu qui, pour des élèves de 9-11 ans, et pas simple du tout, même quand on a des mots du quotidien à faire deviner. Il faut faire deviner le mot boîte ou le mot allumette ou le mot beurre. Mais évidemment, par exemple, le mot allumette, c'est sans dire feu, sans dire bois, sans dire cheminée. Et il faut quand même réussir à parler pour faire deviner le mot allumette. Donc c'est un jeu que j'aime beaucoup parce qu'il fait travailler le lexique. Il montre à quel point il est important de connaître plein de mots, et il faut passer par des synonymes, passer par des périphrases pour faire découvrir son mot à ses partenaires. Les élèves adorent, ça donne une bonne ambiance et ça fait travailler le lexique. Voilà, tabou. Merci. Moi, j'avais envie de vous parler de 2 petits jeux que je fais en classe pour aider les élèves à apprendre les listes de mots au niveau de l'orthographe lexicale qu'on donne presque tous, à mon avis, à nos élèves. Donc c'est des jeux en fait qui sont pas du tout édités, il n'y a pas besoin de matériel, ou quasiment pas. Le premier, c'est un petit jeu que je fais avec les touches de clavier d'ordinateur que j'ai démontées de vieux claviers. Voilà, alors on peut, si on n'a pas de vieux clavier, on peut aussi prendre des petits cartons avec les lettres de l'alphabet, ça fonctionne aussi. Et un enfant qui est responsable du rituel choisit un des mots de la liste qu'il y avait à apprendre. Les enfants sont en groupe, donc c'est aussi un jeu qui se joue en classe entière. Et donc l'équipe doit reconstituer le plus rapidement possible le mot avec les lettres qui sont à leur disposition. Premier jeu. Le deuxième, toujours en équipe. Il faut de la place, il faut une grande classe pour faire ce jeu-là, ou très peu d'élèves, au choix. Tu prends ? Ouais. Les élèves se mettent en file indienne devant le tableau. Et en fait, toujours même principe. Il y a un enfant qui choisit un des mots de la liste, qui va le dire à l'enfant qui est le plus derrière la file. Cet enfant va écrire le mot dans le dos de l'enfant qui est devant, et ainsi de suite, jusqu'à que le mot arrive au tableau et que l'enfant écrive le mot au tableau. Voilà, c'est des petits jeux que les enfants aiment bien, et voilà. Ouais, ça fait un peu téléphone arabe, ouais, c'est sûr. Et moi, je vais vous parler de Kaleidos. C'est un jeu édité par Cocktail Games. En fait, on peut jouer ce jeu en équipe, c'est plus intéressant. Et en fait, c'est sur le principe du baccalauréat. Chaque équipe a une illustration, c'est la même illustration, et chaque illustration fourmille de détails, d'objets. Et l'idée, c'est de trouver en un temps donné le plus de mots. J'ai oublié de vous dire, on commence par retourner une carte. Sur une carte, il y a une lettre, c'est A, B, C, D. Et donc, il faut trouver le plus de mots qui commencent par la lettre B, par exemple. Donc,
sur l'illustration. Donc tout le monde écrit, on écrit en équipe, et puis au bout d'un temps donné de sablier, on fait le tour des mots trouvés et on marque le plus de points possible si on n'a pas les mêmes mots que l'autre équipe. Donc c'est un jeu qui fait pas mal travailler le vocabulaire, et comme les illustrations sont assez belles et fourmillent de plein de détails, plein d'objets, c'est vraiment intéressant pour faire travailler le champ lexical. Et en plus, comme les enfants sont ensemble, ils s'aident vraiment, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà déjà des superbes pistes supplémentaires. Je vous propose, on a eu des mains tout à l'heure qui se sont levées. Donc on peut supposer qu'on a d'autres collègues ou d'autres personnes qui, n'étant pas collègues, utilisent des jeux de mots qui voudraient en parler, échanger. Est-ce que vous avez des choses à suggérer ou des propositions à faire ou des moments à faire partager? N'hésitez pas, c'est l'occasion. Ça va mieux, hein, l'émotion est tombée. Oh là. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, hein, mais mon collègue a fait une petite parenthèse que je vais faire un petit peu dans les personnes auxquelles je pensais, dans mes soutiens. Il y a bien sûr ma femme et les enfants, avec lesquels on a bricolé les premiers phares, rendez-vous compte, puisque madame a fait le farfelu, on parlait de jeu de mots, mon fils a fait le phare araignée, et ma fille, c'est la mascotte, le farandole, tout un symbole. Me concernant, dans l'animation, un jeu que j'aime beaucoup pour solliciter le vocabulaire, l'imaginaire et autres, c'est les petits dés, les fameux story cubes, où vous avez 6 faces, un dessin sur chaque face, et ça c'est vraiment magique parce que le jeu est très malléable aussi, on peut lancer 1D, 2D, 3D, 4D, et on construit une histoire au fur et à mesure, et ça c'est vraiment quelque chose qui, en plus la gamme s'est enrichie avec les actions, les mouvements, et c'est un très très bel outil pour travailler avec l'écriture ou simplement les histoires. Je voulais juste rebondir sur StoryCube parce que c'est un jeu que j'utilise avec des publics différents, entre autres avec des seniors. Voilà, donc on l'a utilisé cette semaine sur la spéciale senior en matinée, et c'est effectivement un jeu extraordinaire, je trouve, pour verbaliser, quel que soit notre âge. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais d'ailleurs, on s'est aperçu ce matin que bien souvent, on pouvait utiliser les jeux qui nous étaient présentés sur des problématiques de seniors avec l'entretien de la mémoire. Les outils qu'on a vus aujourd'hui pourraient être tout à fait pertinents dans cet usage-là. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter, un coup de cœur dont il voudrait partager? Alors, en plus de Dessine-moi un mot et de StoryCube que j'ai beaucoup utilisé cette année, j'ai découvert Kamoki, un jeu avec des cartes sur lesquelles il y a des mots, enfin un mot. Et en fait, l'idée, c'est de poser une carte sur la carte initiale par association d'idées ou alors par syllabes similaires. Donc, par exemple, sur le mot paquebot, je vais pouvoir poser le mot matelot. Et sur le mot matelot, je vais pouvoir poser le mot matelas, puisque matelot, matelas, il y a une syllabe commune. Ça fait énormément travailler le vocabulaire. C'est là où on s'aperçoit que les enfants manquent parfois de vocabulaire, puisque pour pouvoir associer les idées, il faut savoir ce que signifie le mot. Voilà, donc je le conseille énormément. Et puis il y a l'histoire aussi de l'orthographe, puisque matelas, le la c'est LAS. Donc dans Coca-Cola, les enfants hésitent à poser Coca-Cola sur matelas puisque ça ne s'écrit pas pareil. Mais on est bien sur le son de la syllabe. Voilà, donc jeu très intéressant à découvrir aussi. Comment il s'appelle? On n'a pas bien compris. Kamoki. Kamoki, alors l'orthographe est un peu particulière. C'est Q-A-M-O-K-I. Kamoki. Moi, j'ai beaucoup utilisé le jeu Double avec des maternelles, pour nommer les objets, notamment avec une petite fille qui n'était pas française. Donc ça lui permettait de s'approprier un petit peu les mots de choses assez connues comme les arbres, les carottes. Et sinon, un autre jeu qui s'appelle Surprise. Donc en fait, c'est des petits lutins qui doivent refaire leur liste de cadeaux. Donc il y a des cartes avec les jeux, les cadeaux, et d'autres cartes où c'est les images des cadeaux. Et donc c'est la liste en fait. Et les enfants doivent reconstruire la liste.
Et du coup, moi, je m'en servais, donc j'avais la liste de cadeaux. Et je leur disais, alors il faut un lutin, il faut une poupée, il faut un ours. Et ils devaient retrouver les images. Et parfois aussi, c'est eux qui devaient... du coup, ils prenaient le rôle de la maîtresse et ils devaient dire à un autre enfant de quel jouet ils avaient besoin. Et au début, avec les maternelles, ils ne savent pas forcément le nom de tous les jeux. Donc c'était rigolo. Le truc, là, je ne sais plus ce que c'est. Et petit à petit, ils connaissaient vraiment les noms des jeux. Alors, merci. J'ai une question. Vous avez le droit de ne pas répondre. Je me pose la question tout le temps en classe, à quel moment on est dans le jeu et à quel moment on bascule dans autre chose. Et par exemple, notamment dans une activité un petit peu ludique, mais où c'est plus un jeu, quoi. Et je ne sais pas où mettre la frontière. Donc en fait, c'est par rapport à beaucoup de jeux que je me vois proposer en classe où moi, j'ai pas l'impression que ce soit un jeu. J'ai l'impression que c'est une activité, un exercice déguisé, entre guillemets. Et donc en fait, pour à chaque fois, à quel moment on est vraiment dans un jeu et à quel moment les enfants vont jouer et à quel moment juste, voilà, on a déguisé le problème pour les faire rentrer dans l'activité. Et l'étape entre guillemets calcule 15 plus 12 et puis après il a 15 pommes et 12 oranges, combien il a de fruits, et puis l'étape encore après on lui met des cartes dans les mains pour qu'il le fasse, quoi. Alors c'est super que vous posiez la question parce qu'on a eu le débat au sein du jury puisqu'on est 5 enseignants et que Nathalie n'est pas enseignante tout en prenant le jeu à l'école. Et donc, sans arriver forcément à une conclusion, parce qu'il n'y a pas de vérité absolue, on a essayé de distinguer le jeu ludique du jeu pédagogique. Donc, un jeu pédagogique poursuit effectivement un apprentissage qui peut s'évaluer par compétences, alors qu'un jeu ludique est là justement pour passer un bon moment et à ce moment-là travailler plus des compétences transversales. Enfin, pour moi, c'est là la frontière. Après, on peut distinguer, c'est peut-être là... T'es pas d'accord ? Si que le jeu ludique peut aussi faire travailler des apprentissages. On peut aussi travailler des mathématiques en ayant des jeux ludiques, mais tous les jeux ludiques ne font pas travailler des apprentissages. Voilà. Mais il y en a, notamment dans la sélection qu'on propose, qui font travailler des apprentissages. Un jeu pédagogique, par essence, lui, est là pour... voilà, ça peut être des jeux. Une différence aussi qu'on peut faire, qui est vraie ou pas, mais ce qu'on pourrait caractériser de vrai jeu, entre guillemets, à mon avis, c'est aussi le jeu qui est librement choisi par l'enfant. Et c'est vrai que dans nos classes, la plupart du temps, c'est nous qui l'imposons, le jeu. Même si c'est un jeu du commerce qui n'a pas forcément vocation première d'être pédagogique au départ. Et même si, voilà, classiquement, on va employer le terme de jeu, hein, moi la première, mon site s'appelle Jeu d'école, mais au final, c'est vrai que je pense qu'on fait plus de l'activité ludique que vraiment du jeu à l'école, en dehors de la récréation. Sauf temps d'atelier où les élèves peuvent aller choisir la boîte du jeu auquel ils ont envie de jouer. Mais c'est vrai que ça reste pas super courant, à part les 2 derniers jours, le 4 et le 5 juillet, là, les super journées. Et c'est pas forcément le rôle de l'école, en effet. Voilà. À débattre. L'année dernière, on avait parlé de justement l'emploi du temps. Quand est-ce que vous jouez dans la journée ? Est-ce que vos pratiques ont évolué ? Est-ce qu'il y a des différences ou est-ce que c'est toujours la même chose ? Voilà. Alors peut-être qu'on va redire pour ceux qui n'étaient pas là, parce que tout le monde n'était pas là. Et après, on dit ce qu'on y a changé, ouais. Moi, rien n'a changé. Moi, en fait, le matin, on a un système particulier dans mon école de 8h30 à 8h45 et de 13h30 à 13h45. On accueille les enfants dans la classe sans que ce soit un temps d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on commence à 8h45, on finit à 11h45. Donc, on a ce quart d'heure qu'on offre à l'Éducation nationale, mais c'est un quart d'heure qu'on offre aux enfants. Et du coup, c'est un temps de jeu libre dans ma classe et dans la classe de plusieurs de mes collègues. Et après, dans mon emploi du temps, j'ai 2 fois 1 heure par semaine, dernière heure du mardi après-midi et dernière heure du vendredi après-midi, où les parents, les grands-parents peuvent s'inscrire, venir jouer en classe
à des jeux, donc soit ceux que moi j'ai créés ou des jeux du commerce. Donc je sélectionne tout un panel, je les brief quand même sur comment animer l'atelier, et puis ensuite, voilà, vaille que pourra, les enfants sont contents, les parents sont contents, et ça crée une émulation autour du jeu, une coopération. Voilà. Et ça n'a donc pas changé depuis l'année dernière. Moi, jusqu'à présent, je fonctionnais beaucoup sous forme d'atelier, avec au cours des ateliers proposés, un atelier plus, on va dire, traditionnel avec l'enseignante qui fait expérimenter une démarche, une recherche, et puis des ateliers de jeu à côté. En cette dernière période, j'ai essayé un nouveau système que j'appelle pompeusement pour l'instant le plan de travail ludique, où en fait j'ai sélectionné pour les enfants tout un tas d'activités ludiques, de jeux, de matériel à manipuler en fonction des notions que je veux travailler. Et donc ce matériel est à disposition dans la classe et ils ont 45 minutes le matin pour choisir parmi toutes ces activités-là. Il y a aussi dans mes activités ton plan de travail numérique qui vient enrichir ce dispositif. Voilà, c'est une manière de proposer plein de jeux diversifiés aux enfants. Et là, avec un côté plus libre, parce qu'ils ne sont pas du tout obligés de faire toutes les activités. Alors le jeu, la question du jeu. Moi, je fais des ateliers tous les lundis après-midi, en fait, pendant quasiment 2 heures. C'est la solution que j'ai trouvée pour jouer, parce qu'on a tendance à oublier de jouer. Finalement, on se laisse vite déborder. Donc là, c'est calé, c'est comme ça, c'est dans l'emploi du temps. C'est un moment qui est attendu par les enfants. Et c'est un moment, moi, qui me permet de gérer mon double niveau. Parce que je fais 4 ateliers tournants. Avec après j'avais de la chance cette année, c'est que j'avais dans la classe une maître E qui venait faire de la coopération en classe, du travail, de la co-intervention, oui. Et puis j'avais aussi un AVS en classe qui finalement pouvait gérer des jeux qu'on avait déjà abordés ensemble, donc du coup ça faisait quand même 3 ateliers avec un adulte à disposition si besoin et un atelier autonome, donc ça tourne bien. Et ça dure, on fait ça sur 1h30, 2 heures toutes les semaines. Après, tous les jeux qu'on aborde en atelier sont, une fois qu'ils ont été vus 2, 3 lundis, sont en libre accès en fait dans la classe. Donc les élèves y reviennent quand ils veulent, quand ils ont terminé leur travail. Et alors il y a du coup ces fameux jeux dirigés avec objectifs pédagogiques caché mais bien là, et puis il y a des jeux aussi comme le Pontu, comme j'en ai tellement que des jeux, voilà, Camelot, le Quadrillion, enfin voilà, des jeux comme ça de logique, de manipulation, et les enfants se dirigent vers ce qu'ils veulent, et puis finalement des jeux qui se jouent tout seuls, et puis on se rend compte que spontanément ils y vont à 2, à 3 pour jouer ensemble, et tant que ça se passe bien, tout va bien. Et en fait, ils reviennent aussi beaucoup sur les jeux pédagogiques, et donc ils reviennent beaucoup sur les dominos, sur les jeux de vocabulaire que j'ai pu... il y en a beaucoup que j'ai fait moi-même aussi, donc ça n'a rien à voir avec les jeux édités, mais ça plaît bien quand même. Donc voilà, c'est les 2 aspects, quoi. Un aspect imposé mais attendu, et un aspect quand ils veulent ou quand ils peuvent. Voilà. Plus des Ludique École, donc c'est une association, et c'est né par rapport à une expérience, un projet d'école qui s'est fait dans une école où il y avait 10 classes qui avaient mis le projet de société comme projet d'école. Et là, l'organisation était différente, ça veut dire que c'était pas régulier tous les jours, toutes les semaines, c'était sur une période donnée, c'était 6 séances de 45 minutes, une fois par semaine, et dans chaque classe, soit c'était dans la classe entière, soit c'était en APC. Et en fait, donc le professeur, avec l'aide de parents d'élèves, animait les séances de jeu. Et à l'issue de ces 6 séances de 45 minutes, il y avait des rencontres interclasses, comme il y avait des jeux auxquels ils avaient joué en commun, donc ça permettait de mélanger les différents niveaux. Et à la fin de ces rencontres aussi, il y avait une rencontre parents, professeurs, enfants autour du jeu, ce qui a été assez riche d'échanges, parce que du coup, des parents sont rentrés à l'école alors que d'habitude ils ne mettaient pas les pieds. Et aussi, il y a pu y avoir des échanges entre professeurs et parents de manière
assez agréable autour du jeu, quoi, sans parler du problème de l'enfant ou du non-problème de l'enfant. Enfin, voilà. Et ces rencontres parents-professeurs élèves, voilà, c'était assez intéressant comme expérience. Et du coup, ça fait 4 ans ou 5 ans maintenant que ce projet continue. Voilà. J'ai juste une petite question. En fait, je voudrais avoir votre regard, surtout votre retour sur l'utilisation du jeu. Quelle différence entre la maternelle et la primaire ? J'espère trahir personne en disant en maternelle, on a l'impression d'avoir plus de temps pour jouer, pour laisser jouer. Alors peut-être qu'on devrait prendre ce temps-là en élémentaire aussi, mais on a plus de pression de programme, de contenu, de complément d'objet direct et tout ça là. Et donc en maternelle, dans toutes les classes où je suis passée, moi, il y a tout simplement plus de temps pour faire jouer les enfants. Et en plus, cet apprentissage de j'attends mon tour, je respecte les règles, il fait partie intégrante de ce qu'on doit enseigner à des petits 3-6 ans. On peut espérer qu'à 8-10 ans, ce soit déjà en place. Mais donc, quand on joue même à des jeux traditionnels, même n'importe quoi, aux jeux de loi, on est dans les apprentissages attendus en maternelle. C'est un peu moins vrai que parfois, ou alors c'est plus à la marge en élémentaire. Donc on a moins de complexes à faire tout ça en maternelle. En élémentaire, il faut plus le justifier souvent. Non, pas grand-chose à rajouter. Simplement, je pense que la seule différence entre la maternelle et le primaire et l'élémentaire, c'est la perception qu'en ont alors parfois les enseignants, parfois les gens qui gravitent un petit peu autour de l'école. C'est simplement de se dire qu'en maternelle, ça semble acquis pour tout le monde qu'on apprend en jouant, alors qu'à l'élémentaire, on croise trop souvent des gens qui se disent que non, quand on passe au CP, voilà, c'est que maintenant on va travailler. Alors que je pense que le travail, c'est le jeu de l'enfant. Alors ça, c'est pas de moi, c'est d'une vieille pédagogue, je sais pas comment elle s'appelle. Pauline Kiergomar, voilà, ça c'est la... et donc voilà, donc je pense que simplement c'est une question de perception et que si on envisage le jeu comme en maternelle, mais chez le plus grand, on aura les mêmes objectifs. Forcément, ce ne sera pas les mêmes jeux, mais que ça a les mêmes objectifs. Voilà, il y a plus de jeux libres, tout ça, mais je pense que ça a autant sa place dans les grandes classes que chez les petits. Ouais. Il y a plus de place pour le jeu, vraiment, avec la définition du mot jeu. Donc le jeu libre, sans règles, le jeu avec plus d'imagination. Enfin, voilà, il y a les derniers programmes, et même avant. Enfin, on espère, oui. On insiste vraiment là-dessus. Après, c'est un temps qu'on aimerait avoir en élémentaire, qu'on a moins, mais même s'il me paraît moins nécessaire, mais... Je pense que c'est la différence, quoi. C'est le vrai sens du mot jeu, la définition, alors finalement, elle est plus respectée en maternelle. Après, voilà, on l'arrange et on rend ludique les apprentissages comme on peut. Voilà. Ça répond à votre question, vos attentes. En fait, si j'ai posé la question, c'était pour un peu provoquer des bulles, parce que je sais que c'est un grand problème dans les écoles quand les enseignants sont convaincus que le jeu est un élément essentiel à l'éducation. Voilà, donc je voulais vous faire réagir tout simplement. Parce que c'est vrai que dans mon métier, j'ai fait différentes choses, mais je suis aussi ludothécaire, donc j'ai eu l'occasion de travailler avec des enseignants. Et c'est une des grandes discussions que j'ai pu avoir autour du mot pédagogique. Et puis, donc, grand merci. Bravo à tous les créateurs. Et puis, donc, à la 3e édition.